10e leçon de notre MOOC sur le design thinking. Nous allons examiner en détail comment réaliser la phase que nous appelons zéro, phase de veille et d'élargissement des données. Nous allons voir comment organiser son déroulement et définir la notion de champ connexe. Mais qu'entendons-nous par élargissement de la veille au champ connexe? Nous avons déjà cité un des intérêts de mener un projet selon notre approche du design thinking, c'était de dépasser l'état existant, d'aller au-delà du benchmark. Nous avons parlé de recherche multichamp, par exemple avec les sciences humaines et sociales, les sciences techniques, les sciences du commerce, le design, les arts en général. Par rapport à ces domaines de recherche qui semblent bien vastes, que voulons nous dire par champ connexe? C'est assez simple finalement. Notre projet repose sur une thématique double, l'eau, aqua, et l'urbain, la ville, urbain. Quels seraient alors les champs connexes liés à ces deux notions? Nous avons vu avec la leçon précédente qu'un groupe d'étudiants du programme IDEA s'était proposé de comparer la distribution de l'eau à un circuit de distribution électrique. De son côté, un autre groupe d'étudiants était venu à l'hypothèse de comparer un réseau d'eau avec un réseau de transport de données. On voit bien par ces exemples qu'on facilite ainsi facilement l'ouverture des champs des possibles. D'autre part, cantonner ses recherches au seul domaine proposé limite bien vite le champ des possibles. C'est pourquoi il faut explorer des domaines liés de manière plus ou moins directe ou plus ou moins éloignée au domaine de départ, ce qui permet de l'hybrider et ainsi d'enrichir la question posée. Nous allons utiliser la notion d'item pour qualifier une découverte, une donnée, quelle qu'elle soit. Par comparaison, par confrontation, un item s'enrichit, se transforme, va s'augmenter en quelque sorte. C'est une des manières dont nous allons créer ce fortuit, cet aléa qui définit l'innovation, tel que nous l'avons déjà dit, d'où va émerger effectivement ce que nous allons pouvoir produire dans le projet, cette fameuse nouveauté. Bien sûr, il n'y a pas de règle stricte. Il faut à la fois se laisser aller et rester en éveil, vigilant, pour diriger cette veille et ne pas se laisser diriger par elle. Et ce serait bien là le danger d'une recherche essentiellement réalisée par le biais d'Internet et principalement à l'aide d'un moteur de recherche bien connu. Certes, les aléas seront nombreux, mais tellement nombreux que cette recherche deviendra très vite un errement incontrôlé et finalement peu productif. Qu'entendons-nous par représentation du parcours de veille? Alors, nous vous proposons effectivement de se représenter par une cartographie, par exemple, ou une schématique, quelle qu'elle soit, le chemin suivi, et puis les chemins abandonnés, et puis les chemins qui vont peut-être se croiser. Se représenter ces parcours permettront d'en déterminer les impasses, les croisements, les manques aussi. Nous l'avions vu lors de la leçon précédente avec plusieurs formes de représentation des données et des parcours de recherche des différents groupes d'étudiants. Quand on a une carte, il est plus facile de trouver son chemin en général. D'autre part, à chaque fin de phase, il sera alors plus facile de fédérer vos interlocuteurs par la représentation de documents de travail de ce type. Non seulement vous donnerez forme à votre recherche, mais dans une forme partageable avec tous, tant en interne, dans le cas d'un projet mené au sein d'une équipe intégrée, qu'en externe, quand il faudra obtenir l'aval de vos interlocuteurs et de vos commanditaires. D'autre part, ces documents vont constituer ce que l'on appelle la mémoire du projet. Examinons les différentes matrices utilisables. Nous en proposons un certain nombre. Il n'est pas forcément question de les utiliser toutes, mais en considérer au moins 3 semble un minimum pour ce type de travail. Il faut que ce soit suffisamment riche pour permettre ensuite l'émergence d'hypothèses. Nous les citons dans un ordre d'enchaînement a priori opportun, mais là encore, il n'y a pas forcément de loi établie. Tout d'abord, la matrice étymologique, les mots utilisés dans l'énoncé, ils sont porteurs de sens. 2. La matrice des angles de vue, ou les filtres de lecture avec lesquels aborder le projet. Ensuite, la matrice des sciences humaines et sociales. On va considérer là les différents champs des métiers au sein des SHS. Ils sont très vastes, entre la philosophie, l'anthropologie, la sociologie. Puis la matrice artistique, qui constitue les industries créatives, comme les arts et le design. Ensuite, la matrice des sciences techniques. On va considérer là tout ce qui est de l'ordre des métiers d'ingénieur, mais aussi la recherche scientifique. Et puis enfin, la matrice qu'on va appeler matrice économique, qui concerne tout ce qui permet de déployer un concept et d'en faire commerce, bref, de le rendre viable. Détaillons un peu le contenu de ces matrices. La matrice étymologique. Nous avions donc 2 mots pour définir la thématique, aqua et urbana.
Un peu plus pour la demande, ensuite, produits, services liés à l'eau en ville. Autant de points de départ de réflexion et de recherche. La matrice des angles de vue. Nous avions déjà cité les 6 grilles de lecture de l'énoncé du projet. Il est intéressant de constater qu'un groupe d'étudiants avait décidé d'en utiliser en plus les 3 états de la matière comme grille de lecture. Le solide, le liquide, le gazeux, ce qui a orienté fortement les recherches et surtout fertilisé les croisements. La matrice sciences humaines et sociales prend en compte la philosophie, la sociologie, l'anthropologie et, au sens large, la symbolique, l'histoire, la mythologie. Les représentations sociales et culturelles liées à l'eau et ses usages sont évidemment concernées. La matrice artistique, qui concerne les industries créatives comme les arts et le design, la littérature, dont la science-fiction, la poésie, la bande dessinée, la peinture, la sculpture, l'art contemporain comme les installations interactives ou non, voire la danse, le cinéma, le design, applicatif ou prospectif, les champs sont larges. La matrice sciences et techniques, on va considérer là la physique, l'énergie, l'hydraulique, le numérique, qui sont à minima ce qu'on doit considérer dans ce type de projet. Et enfin, la matrice économie n'interviendra à ce stade que sous l'angle de la compréhension des enjeux sociaux et économiques dans un premier temps. Cartographier le parcours maintenant. La nature des liens entre les items est au départ forcément un peu hasardeuse, non hiérarchisée, peut-être complexe. Ce peut être rapidement une bonne façon de se perdre dans les abîmes sans fond et sans conclusion concrète. Nous avons donc souligné l'importance de cartographier le parcours réalisé au cours de la veille, avec ses autoroutes, ses croisements, ses chemins de traverse. Sinon, on risque effectivement de se retrouver très rapidement avec un sac de nœuds. Le petit schéma qui vous est proposé là vous montre sur un des projets certains types de croisements, sans en préciser d'ailleurs la nature des liens. Considérons-la juste comme une illustration. Maintenant, toujours dans l'esprit de cartographier le parcours, nous allons vous proposer un outil simple et efficace, un tableau. On peut commencer par ça. Nous avons essayé d'illustrer ainsi le parcours du groupe qui a proposé dans ces différents contextes celui de distribuer l'eau comme l'électricité. On peut ainsi faire des listes de mots sur post-it, on peut les jouer, on peut les assembler. Mais des listes de mots ne feront sens que si elles sont produites et utilisées de manière structurée. Commentons cet exemple. On voyait là sur ce tableau les différentes matrices, et puis on va essayer d'en déterminer les items principaux qui ont été utilisés, découverts, poursuivis dans chaque matrice. D'abord dans l'étymologie. Étymologie commune entre eau et ville, ils ont trouvé le verbe couler. Ça les a en fait incités à travailler sur les angles de vue sur le liquide, en considérant d'ailleurs différents aspects qu'on va retrouver dans la matrice sciences humaines et sociales avec ces travaux récents sur les sociétés liquides qui mènent peut-être à des sociétés gazeuses. Sur l'aspect artistique, la notion de réseau a été un complément apporté vraiment par des installations artistiques très récentes et éclaire très facilement, on va s'en rendre compte assez facilement, en fait, ce qui a été déjà découvert dans les 3 matrices précédentes. Ensuite, dans les sciences et techniques, évidemment, l'électricité est apparue comme un fluide naturellement proche de celui de l'eau. Et puis en économie, l'adaptabilité a été une donnée essentielle. C'est venu aussi par la veille en anthropologie et en sociologie, sur l'adaptabilité donc, des sociétés aux rapides changements qu'elles peuvent subir en ce moment. Ce qui a mené assez facilement au concept A, distribution de l'eau comme une distribution électrique. Et comment se mettre en possibilité d'innovation? Alors nous avons essayé d'identifier 3 mythes qui sont, d'après nous, dépassables certainement pour pouvoir mener à bien un dispositif d'innovation. D'abord, casser le mythe de l'expression des besoins émis par le client. Les innovations d'usage sont rarement attendues. L'iPhone, par exemple, l'exemple est facile, mais il fonctionne assez bien. Si l'humain est au cœur de la démarche, il n'est pour autant pas un spécialiste de l'ergonomie ou de l'usage, l'utilisateur. Donc on convoquera l'utilisateur quand il sera temps, dans le projet, quand il faudra tester des nouveaux concepts. Ensuite, casser le mythe du marché qui sait formuler ses besoins. Je crois qu'on commence à partager le fait que peut-être ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain en tout cas. Et si c'était vrai, ça ne servira à rien de faire un travail de veille pour dépasser l'existant, puisque en général, le marché formule des besoins, la plupart du temps existants ou surnuméraires par rapport à des besoins déjà fournis. Ensuite, un brief ou un cahier des charges ferme les possibles, puisqu'il part d'une hypothèse définie.
Donc, avec une démarche de design thinking, nous allons ouvrir les possibles en déposant d'abord une thématique stratégique. Ensuite, on va poser comme hypothèse un travail en pluridisciplinarité en mode projet, ce qui va casser les silos métiers. Il vaut mieux définir une stratégie qu'un problème à résoudre. Qu'avons-nous vu aujourd'hui? Nous avons vu plus concrètement comment réaliser ce travail de recherche et de recherche préliminaire de la phase 0 selon notre approche du design thinking. Nous avons explicité la notion de cartographie de ce travail de recherche, comment en organiser le parcours sans oublier les objectifs. Tout cela favorise la création d'une grande variété d'hypothèses à partir d'une même thématique. C'est ce que nous appelons une démarche créative de sense-making. Vous verrez dans la prochaine leçon comment les étudiants du programme IDEA ont traité cette phase du projet.